OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour comprendre le monde technologique. Aujourd'hui, il y a un nouveau sujet très important dans les sociétés, c'est la responsabilité numérique. Une responsabilité d'agir pour avoir un numérique éthique. La responsabilité numérique s'intègre dans la démarche RSE des entreprises. Et dans cet épisode, on va s'intéresser à une brique spécifique de ce sujet, c'est le volet environnemental avec la sobriété numérique. Pour parler de ce sujet, je suis de nouveau à Toulouse, à l'agence S2I Sud-Ouest, et mes invités sont Estelle Neveu, chargée de RSE. Bonjour Sylvain. Bonjour Estelle. Nils Rohrbach, ingénieur chez S2I. Bonjour Nils. Bonjour Sylvain. Et Romaric Lernaud, ingénieur également chez S2I. Bonjour Romaric. Bonjour Sylvain. Ok S2I, la sobriété numérique, c'est parti. Dans cette première partie, on va essayer de comprendre ce qu'est la sobriété numérique. Mais juste avant, dans l'introduction, Estelle, je parlais du fait que la sobriété numérique était une des 3 briques qui composent la responsabilité numérique. Tu peux nous mettre dans le contexte un petit peu ? Alors oui, en effet, la responsabilité numérique, en fait, c'est 3 grands axes. Donc un premier axe qu'on appelle l'accessibilité numérique. Et donc là, ça va plutôt être les enjeux sociaux qui sont traités dans cet axe. Ça va être, par exemple, le fait que les personnes en situation de handicap puissent accéder aux technologies ou encore réduire la fracture numérique. Donc ça, c'est plutôt les enjeux sociaux. Après, on a un autre axe qui est plutôt l'éthique du numérique. Donc là, on va traiter de tous les enjeux de sécurité de l'information. Donc évidemment, on parle de RGPD, de protection des données, etc. Et enfin, comme tu l'as mentionné, le troisième axe, la sobriété numérique. Et là, c'est clairement les enjeux environnementaux. Et bien justement, on va en parler tout de suite. C'est quoi la sobriété numérique ? Romaric. Bon, alors la sobriété numérique, c'est un terme qui regroupe normalement l'ensemble des pratiques et des concepts qu'on va devoir mettre en place pour limiter l'impact environnemental des activités liées au numérique. Que ce soit à la fabrication des équipements, la conception des infrastructures et même l'utilisation qu'on a des équipements du numérique. Ça se décline, cette sobriété numérique, sur 4 pans d'activité. D'abord, le plus intuitif, finalement, c'est le green by use, c'est-à-dire les bonnes pratiques au quotidien sur l'utilisation des mails, sur l'utilisation des serveurs de données, du cloud et le fait d'éteindre son PC le soir, par exemple. Le deuxième point, qu'on appelle green for IT ou green IT dans le langage courant, correspond aux choix qui sont faits en entreprise sur la conception et l'équipement du service informatique. Quel choix par exemple ? Le choix du matériel mis à disposition des collaborateurs, les PC, les écrans, la mise en place du réseau aussi, quelle bande passante, quel équipement on va choisir. Et puis le centre de données avec une partie bâtiment, éventuellement, si on a une salle informatique qui doit être climatisée, qui doit être réfrigérée. Et puis le choix des serveurs, leur taille et leur fonctionnement, puisque même le fonctionnement interne du serveur peut avoir un impact sur l'environnement. Le troisième point concerne la conception elle-même des produits que l'on va vendre, que ce soit du logiciel ou du système. Le concepteur d'une solution doit prendre en compte l'impact environnemental du produit qu'il est en train de concevoir. Et le dernier pan est le Green by IT, c'est-à-dire le service numérique au service de l'environnement. Un exemple concret, par exemple, toutes les applications autour de l'observation de la Terre, de détection de feux de forêt, tous ces genres d'applications, où le numérique permet d'avoir un impact positif sur l'environnement. Estelle, Nils, Romaric, pourquoi être numériquement sobre ? Ça, c'est la question. Et Estelle, juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur quelques chiffres, que tu nous donnes un peu de concret à tout ça. Alors oui, effectivement, alors le numérique, ça a apporté plein de belles choses, plein d'innovations pour répondre aux défis sociaux et environnementaux, mais ça a aussi beaucoup d'externalités négatives. C'est-à-dire ? Et notamment un impact, donc le numérique, ça pollue, cette pollution est invisible, mais il faut savoir qu'en 2020, le numérique représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est énorme. C'est énorme, et si l'on ne fait rien, on n'agit pas, d'ici 5 ans, cela passera à 6%. Donc c'est conséquent. Et comparé à d'autres secteurs, ça donne quoi ?
Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus que l'aviation civile. Donc, on voit l'importance de l'enjeu et l'impact conséquent du numérique sur l'environnement. Question toute bête, mais comment est-ce que le numérique pollue, Nils? Le numérique pollue par différentes facettes. Il y a d'abord la fabrication des équipements, Ouais. qui engendre beaucoup de pollution, les extractions des métaux qui nécessitent beaucoup d'eau. Il y a ensuite la phase d'utilisation, qui cette fois l'utilisation demande beaucoup d'énergie et consomme énormément d'énergie. Donc aujourd'hui on sait que le réseau énergétique n'est pas totalement neutre en carbone. Et il y a ensuite la fin de vie aujourd'hui qui est difficilement gérée. Aujourd'hui on n'arrive pas à exploiter vraiment toutes les ressources du numérique pour pouvoir la réutiliser plus tard, et bon nombre de déchets sont... Tout ce qui est recyclage. Voilà, et le recyclage représente une faible partie de ce qui est fait aujourd'hui sur le numérique. Estelle, tu as d'autres chiffres à nous donner? Alors oui, d'autres chiffres éclairants. Donc en France, par exemple, il y a plus de 600 millions d'équipements informatiques. C'est énorme et ça représente plus de 15 équipements par personne. Français. Oui, c'est ça. C'est ça. Nils? Pour compléter les dires d'Estelle, il faut préciser qu'aujourd'hui, le CO2 est utilisé largement, ce terme est beaucoup utilisé dans les médias, la publicité, pour promouvoir des produits ou des solutions green. Or, il faut faire très attention aux chiffres employés. Pourquoi? Quand on parle uniquement de CO2, il faut bien savoir que ça ne s'agit que du dioxyde de carbone, qui a un pouvoir de réchauffement global, donc qui agit sur l'effet de serre. En revanche, on voit aussi des équivalents CO2. Donc l'équivalent CO2, ça veut dire qu'on émet d'autres gaz autres que le CO2 et qui sont rapportés au CO2 pour calculer le réchauffement global. Et c'est bien le problème de cette nuance, c'est qu'on peut jouer beaucoup avec ces chiffres. On peut dire par exemple que la plus grosse centrale à charbon d'Allemagne produit plus de CO2 que l'aviation civile. Or, un avion, ce n'est pas que des émissions de CO2, c'est d'autres émissions. Et donc, quand on ne parle pas en équivalent CO2, les chiffres sont faussés et on peut dire un peu tout et n'importe quoi. Donc. Romaric, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais faire un petit rappel aussi sur les critères lors d'une analyse d'impact environnemental. Le CO2, il a l'avantage d'exister et c'est déjà une première façon de quantifier un impact. Pour autant, ce n'est pas le seul, et se limiter à l'impact équivalent CO2, l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est assez limitant. Il y a quoi d'autre comme critères? Alors il y en a une bonne douzaine, une quinzaine qu'on peut prendre en compte dans les analyses de cycle de vie. Pour le numérique, on en retient 4 principaux. Les gaz à effet de serre, donc qu'on mesure en équivalent CO2. La consommation d'eau, la consommation d'énergie primaire qui débouche sur la consommation d'électricité une fois que c'est transformé en électricité, et le dernier étant l'épuisement des ressources abiotiques. C'est-à-dire ça correspond à l'extraction de métaux rares pour la fabrication des équipements. D'accord. Pour donner un exemple, si l'on se réfère simplement à l'équivalent CO2, la voiture essence consomme du carburant, elle émet beaucoup de CO2. C'est pour ça qu'on est passé au diesel. Alors le diesel émet beaucoup moins de CO2, c'est très bien. Et puis on s'aperçoit que ça émet d'autres particules beaucoup plus nocives pour la santé. Et en plus de ça, il faut extraire des métaux rares pour construire les fameux filtres qui sont bien souvent encrassés. Alors, depuis quelques années, apparaissent les voitures électriques qui, à l'utilisation, effectivement, n'ont d'impact environnemental que la production d'électricité qui sert à les alimenter. Mais c'est pas aussi simple. Le problème, c'est la fabrication. Ouais. Les moteurs électriques, les batteries sont à la fabrication très coûteux en termes d'impact environnemental. Et aujourd'hui, au global, c'est un ordre de grandeur similaire à l'essence et au diesel si on prend tous les critères. Voilà. Même sur le long terme ? Alors, une voiture électrique, vous êtes censé la garder beaucoup plus longtemps pour étaler en fait, l'impact de la fabrication sur un nombre de kilomètres. Donc une voiture électrique, si je prends l'exemple, si on la garde 15 ans, 20 ans, elle aura moins d'impact sur l'environnement qu'une voiture essence. Pour peu qu'elle résiste 15 ou 20 ans, effectivement. Voilà. Avec une marge de progression sur la technologie électrique qui est quand même plus prometteuse
que les moteurs à combustion sur lesquels la courbe de progrès technologique est en train de diminuer. Nils ? Et pour rajouter, une voiture électrique aura différents impacts aussi suivant l'endroit où on l'utilise. C'est-à-dire, une voiture électrique, il faut la recharger avec de l'électricité. Et comment cette électricité est fournie peut avoir un impact plus ou moins grand sur son utilisation. En Allemagne, pour utiliser une voiture électrique, on va la recharger et l'énergie principale est le charbon. En France, c'est le nucléaire, donc on n'aura pas les mêmes impacts et on se rend compte que finalement, pour le même produit, il faut vraiment avoir une vision globalisée et pas s'arrêter seulement à la voiture électrique, mais comprendre aussi sa fabrication et le lieu d'utilisation et la façon dont on l'utilise et comme l'a dit, la durée de vie aussi de l'équipement. Tout l'environnement en fait est à prendre en compte. Les experts français sur le numérique responsable considèrent aujourd'hui que le numérique doit être considéré comme une ressource. C'est-à-dire ? Une ressource non renouvelable et épuisable. C'est-à-dire qu'au rythme actuel, les composants qui constituent nos équipements, personnels, ordinateurs, téléphones, télévision, sont voués à disparaître. C'est-à-dire que dans 40 ans, il se peut que les technologies qu'on utilise aujourd'hui ne peuvent plus être utilisées. C'est-à-dire qu'un ordinateur qu'on achète aujourd'hui à 800 € coûtera demain 10 000 ou 20 000 € dû à la rareté des équipements. Donc c'est pour ça que c'est... On évalue à d'ici combien de temps ça, ce genre de... Parce qu'on l'entend depuis quelques temps. Vous savez me dire dans combien de temps ça peut être effectif ? Alors ça va dépendre du Romaric. rythme de consommation, alors principalement des métaux, puisqu'aujourd'hui l'épuisement des ressources abiotiques dont je vous ai parlé tout à l'heure mesure la rareté des matériaux utilisés pour la fabrication des équipements. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à l'horizon de 20-25 ans, certains matériaux utilisés aujourd'hui dans l'électronique ne seront plus disponibles. Donc, sauf changement radical de technologie ou amélioration des techniques de recyclage, d'ici à 20-25 ans, il y aura forcément un changement d'habitude. Quand tu parles d'électronique, tu veux dire quoi concrètement ? Certains métaux comme le tantal, qui sont utilisés dans les puces électroniques, ne seront plus disponibles dans quelques dizaines d'années. On remarque donc que tous nos usages ont un impact. Et donc on peut tous appliquer à notre niveau un peu la sobriété numérique, même si les grandes décisions doivent être prises effectivement par les industriels, clairement. Mais nous, on a aussi un impact. Par exemple, la crise qu'on a vécue du Covid a aussi modifié nos usages. Et est-ce que ça a un impact aussi sur l'environnement ? Alors oui, évidemment, la pandémie qu'on a tous connue a modifié nos modes de travail et nos modes de vie. On s'est retrouvés à travailler pour beaucoup à domicile, ce qui a engendré une grande consommation et parfois une augmentation des achats d'équipements. Donc évidemment, ça a un impact sur l'environnement. Et c'est encore une fois une pollution qu'on ne perçoit pas. Lorsqu'on regarde la télé toute la journée ou qu'on écoute YouTube en travaillant, tout ça, c'est un impact considérable. Donc évidemment, le Covid a joué en défaveur, en tout cas, sur cet aspect. Et on sait comment va évoluer notre consommation énergétique sur nos équipements numériques d'ici à quelques années ? Le problème aujourd'hui, c'est quand même que les industriels et les fabricants incitent les utilisateurs à renouveler régulièrement leurs appareils. Là, pendant la pandémie, on a par exemple entendu dire que lors des visioconférences, il fallait enlever la vidéo pour limiter le flux et donc réduire l'impact. Mais à côté de ça, qu'il fallait quand même se racheter un ordinateur. Donc finalement, faut mieux garder son vieil ordinateur et mettre la vidéo, ça aura moins d'impact. Vous diriez quoi à une entreprise aujourd'hui qui serait un peu sceptique sur la sobriété numérique ? Romaric ? Alors, d'une part, effectivement, il est admis que le numérique a un impact environnemental. Ouais. C'est prouvé, c'est un fait de société. Et par ailleurs, la sobriété numérique peut avoir aussi un effet bénéfique sur les finances de l'entreprise. Comment ? Par exemple, le fait d'allonger la durée de vie d'un équipement, d'un PC portable, va permettre d'alléger le budget équipement de cette société. C'est pour inciter ce comportement qu'aujourd'hui sont mis en place des écolabels qui vont récompenser la réparabilité des matériels, comme dans l'électroménager depuis cette année. Et c'est pour ça aussi qu'il y a quand même une recrudescence aussi de toutes
toutes ces machines en seconde main aussi. Oui, effectivement, le matériel reconditionné est une piste intéressante pour donner une seconde vie au matériel et donc allonger au global la durée de vie de cet équipement qui a été fabriqué. Nils, tu leur dirais quoi, toi, aux entreprises ? Je parlerai d'un autre volet plus sociétal. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on sait que le nombre de la population est sensible à ce sujet et mène des actions dans leur quotidien sur la gestion des déchets, sur le tri sélectif, sur avoir des potagers, de consommer autrement. Et ils ont besoin de retrouver ces valeurs-là dans leur milieu professionnel. Et la sobriété numérique est une réponse à cette problématique et permet du coup aux salariés de se retrouver dans leur entreprise et d'avoir des valeurs qui partagent à la fois dans leur vie personnelle que professionnelle. Et toi, Estelle ? Donc pour compléter ce que dit Nils, donc effectivement il y a un autre enjeu autour des talents, puisque les nouvelles générations ont ce besoin de se sentir en cohérence avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Une cohérence entre la vie perso et la vie professionnelle. Exactement. C'est quelque chose qu'on perçoit de plus en plus dans les recrutements et c'est essentiellement les jeunes générations qui portent ce message. Et donc, au-delà de cet enjeu des talents, il y a un autre enjeu, donc un enjeu plutôt business, donc comme l'a souligné Romaric, avec le Green by IT, où là, on met le numérique au service de l'environnement. Et donc là, l'idée derrière est donc de développer des technologies pour servir l'environnement. Donc voilà, c'est pour toutes ces bonnes raisons que toute entreprise a tout intérêt à investir et en tout cas s'engager dans cette démarche de responsabilité numérique. Tu veux rajouter quelque chose, Nils ? Juste pour me faire un peu l'avocat du diable, pour parler un peu du Green IT, parce que je ne supporte pas aujourd'hui tout le greenwashing qui peut se faire dans l'actualité et comment aujourd'hui certains développent un business autour de ça, sans vraiment en faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions de Green by IT justement qui sont développées pour réduire certains impacts, mais le développement de ces services numériques pour réduire ces impacts ont un coût et un impact aussi, et des fois cet impact est bien plus grand que l'impact gagné. Donc au final, il faut faire très attention, encore une fois, avoir une vision globalisée de l'ensemble de la chaîne de valeur. Parce qu'aujourd'hui, il y a du business qui est fait là-dessus et il est possible que des solutions green by IT finalement ne soient pas si green que ça. Romaric ? Oui, c'est pour ça que dans ces démarches d'éco-conception, on va mener une analyse de cycle de vie complète et dans le cadre du Green by IT, on va faire une analyse de l'existant et mesurer le gain apporté par cette solution qu'on cherche à développer. Prendre en compte tout l'environnement de la solution. Voilà, avec et sans la solution, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd et décider du bien fondé de cette solution numérique. Et ben, tu sais quoi, je pense que ça fera l'objet d'un futur podcast parce qu'avec Nils, on va préparer un podcast sur l'éco-conception. Oui, avec plaisir. Estelle, on va s'intéresser spécifiquement à S2I. Comment S2I met en place, intègre la sobriété numérique dans sa politique RSE ? Alors chez S2I, évidemment, on est bien conscient du rôle qu'on a à jouer en tant qu'ESN sur ces enjeux, cet aspect de sobriété numérique. Donc depuis maintenant 2 ans, on a commencé à un petit peu dépoussiérer le sujet, travailler sur le sujet de sobriété numérique. Et qui participe à ce chantier ? Alors différents acteurs. On a aussi bien des collaborateurs ingénieurs comme Romaric et Nils que des collaborateurs des services support comme moi-même qui fait partie de la qualité et de la direction des opérations. Et puis c'est l'année dans toutes dernière, les agences ? Plus ou moins, en fait, il y a des agences qui sont déjà très engagées sur le sujet. Ouais. Typiquement, comme à S2I Lille, ils ont même monté une communauté Green IT qui rassemble différents collaborateurs. Et donc, cette communauté permet de se réunir et d'échanger sur différents sujets autour de la sobriété numérique. Vous faites des workshops réguliers pour Exactement, travailler sur les partage de sujets. bonnes pratiques et ça permet d'avancer aussi pas à pas sur le sujet. Et c'est également un élément différenciant auprès des concurrents, évidemment, d'avoir cette expertise sur les sujets de sobriété numérique. Et on n'en a pas parlé, mais j'imagine aussi qu'il y a un aspect réglementaire dans tout ça. Oui, tout à fait. Donc la loi travaille activement sur ces sujets. Les sujets environnementaux sont de plus en plus prépondérants dans les discussions aux instances législatives.
Donc évidemment, la réglementation nous pousse aussi à agir sur les sujets de sobriété numérique. Et est-ce qu'il y a des labels pour tout ça ? Oui, il existe un grand nombre de labels. Il y a les labels très généralistes autour de la RSE tels que EcoVadis, par exemple, le groupe S2I répond depuis un certain nombre d'années. Mais après, il y a des labels plus spécifiques dédiés à la sobriété numérique, comme le label de l'Institut du numérique responsable. Pour compléter, il y a aussi une réglementation au niveau pédagogique qui va être mise en place, puisqu'ils veulent intégrer dans les programmes scolaires, plus au niveau études secondaires pour les écoles d'ingénieurs spécialisées en informatique, de mettre en place ces démarches de sobriété numérique dans les projets et d'inculquer ça aux générations futures pour que ce soit une norme en fait. Pour que la suite de notre société soit numériquement sobre. Exactement. C'est l'objectif. Et Estelle, il y a un autre chantier dans la sobriété numérique, c'est la communication. Alors oui, tout à fait, il y a deux aspects. Donc, le premier aspect, c'est la manière dont on communique les informations, tout ce qu'on fait à la fois en interne et en externe, sans faire de greenwashing, dire les choses simplement et sobrement. Et l'autre aspect, c'est la production de cette information pour communiquer de manière sobre avec les outils du numérique qu'on utilise aujourd'hui pour véhiculer les messages. Et comment ça se concrétise, Romaric ? Par exemple, nous avons démarré il y a quelques semaines une étude sur les pratiques de l'équipe de communication ici sur Toulouse, en étudiant tout simplement les formats de messages envoyés en interne. Tout ce qui est email par exemple. Voilà, les emails, la taille des pièces jointes, la taille des images, comment l'optimiser tout en gardant une communication efficace, ludique et visuelle. Estelle ? Et à titre d'exemple, chez S2I, on a mené, lors de la Cyber Cleanup Week, une semaine dédiée au nettoyage numérique. Donc on a invité en fait tous les collaborateurs à nettoyer leur boîte mail. Donc là encore, c'est une action qu'on a menée et qui permet justement d'agir sur cette communication de responsable. Et qui engageait tout le monde. Exactement. Tous les collaborateurs ont été invités durant une semaine à faire un nettoyage numérique, que ce soit dans leur boîte mail, mais également en termes de fichiers. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on stocke énormément de mails qu'on n'utilise plus. Et donc, on a aussi ce petit pouvoir d'action très simple à faire individuellement pour réduire notre empreinte. Et ça, par exemple, ça a un gros impact, les mails dans nos boîtes, sur nos serveurs, dans nos boîtes mails ? Alors oui, c'est un impact. Alors le nettoyage des boîtes mail a un impact forcément bénéfique sur le stockage sur les serveurs. Sur des serveurs qui sont disponibles 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'ils font tout le temps appel au serveur, c'est ça ? Oui, et même ne serait-ce que de garder disponible des informations 24 heures sur 24 consomme forcément de l'énergie. Pour autant, ces informations, on n'en a pas forcément besoin dans la nuit du samedi au dimanche à 3h du matin. Elles peuvent très bien être stockées par exemple sur le PC en interne. Par exemple, ou sur une mémoire de masse qu'on appelle froide qui va être connectée sur demande. Mais finalement, l'impact des mails, il n'est pas autant sur le stockage que sur la pollution numérique à l'envoi des mails en fait. Explique-moi ça. Alors le fait il faut repartir de la fonction, c'est-à-dire de l'unité fonctionnelle. Je dois transférer une information à un collaborateur. Et on va s'attacher à toute la chaîne de production de cette information, de la rédaction du mail jusqu'à la lecture et par éventuellement 1 ou 10 personnes en fonction de la teneur du mail. Et on s'aperçoit que en fait une bonne partie de l'impact environnemental, il est à l'écriture du mail, à l'envoi du mail et à la lecture. Il n'est pas finalement dans le stockage. Donc c'est toute une démarche qu'il y a à revoir. Voilà, c'est toute une démarche, c'est des habitudes de communication qu'il faut revoir. Et d'outils aussi. C'est ça, c'est allier le bon outil à la bonne communication. Voilà, c'est aussi un chantier qui est dans nos cartons. C'est, alors l'audit c'est un bien grand mot, mais disons une analyse des outils de communication aujourd'hui et des besoins des collaborateurs, pour faire correspondre aux besoins et aux habitudes qui sont en place les bons outils et donner des bonnes pratiques dans la communication au quotidien.
Un mot pour finir, on commence par Nils. La sobriété numérique, c'est avant tout quelque chose de collectif. Ouais. C'est-à-dire que, comme l'évoquait Estelle sur la Cyber Cleanup Day, on invite les collaborateurs, les personnes à faire du ménage sur leur serveur, sur leur dossier. Et effectivement, si on se dit comme aux élections, ma voix, j'ai qu'une voix par rapport à tout ça, ça compte pas. Mais si justement, et c'est justement cette unité qui peut faire une force et qui fait vraiment avancer les choses. Donc c'est pour ça que chez S2I, on a besoin aussi de fédérer tous les collaborateurs autour de cette idée-là, puisque c'est en ayant un maximum de personnes impliquées sur ces sujets-là qu'on arrivera à avoir les meilleurs résultats. Et au-delà de ça, c'est aussi un acte citoyen, c'est que ça ne doit pas s'arrêter aux portes de l'entreprise et que toutes les bonnes pratiques qu'on peut adopter en interne, c'est tout simplement redéployable chez soi et à titre personnel. On est en train de monter une expertise sur la sobriété numérique à S2I, mais les décisions qui pourraient être prises n'auront aucun impact si on n'arrive pas à embarquer tous les collaborateurs dans cet effort. Le collectif est vraiment la solution. Tu l'as bien résumé. Merci à vous trois d'avoir participé à cet épisode. Merci Estelle, merci Nils, merci Romaric. Merci Sylvain. Un plaisir. Merci à toi. On peut vous retrouver sur LinkedIn, je vais mettre vos 3 profils en description de l'épisode si jamais on a des questions à vous poser. J'en profite encore une fois pour remercier Audrey, responsable de communication S2I Sud-Ouest, pour la coordination et l'accueil dans les locaux. Vous pouvez vous abonner sur toutes vos plateformes de streaming, Apple, Deezer, Spotify, Amazon Music et autres. Vous serez au courant des prochains épisodes. Et si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas, fr-ok-podcast@s2i.fr. Salut.